Le big data, on entend ce mot partout, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Souvent, ça reste un peu flou. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va plonger au cœur de ce concept pour voir comment, l'air de rien, il a complètement redessiné notre monde. Pour commencer, il faut partir d'une question qui peut sembler toute simple. Comment est-ce que des données peuvent devenir trop volumineuses? Ça paraît étrange dit comme ça, et pourtant, c'est cette question fondamentale qui a mis le feu aux poudres et déclenché une véritable révolution. En fait, le big data, ce n'est pas juste avoir beaucoup de données. C'est le point de rupture, le moment où la quantité et la complexité des données deviennent telles que les outils qu'on utilisait avant ne tiennent tout simplement plus la route. Ils implosent, littéralement. Ils sont dépassés, incapables de gérer une telle échelle. Pour vraiment saisir le problème, il faut faire un petit bond dans le passé, en 2001. C'est là qu'un analyste du nom de Doug Lennie a mis le doigt sur l'essentiel. Il a défini le défi avec un concept hyper puissant et facile à retenir, les 3 V. Et cette idée, elle a tout changé. Le premier V, c'est le plus évident, c'est le volume. Et là, attention, on a changé d'échelle. On ne raisonne plus en gigaoctets, on parle de téraoctets, de pétaoctets, des chiffres qui donnent le tournis. C'est une avalanche de données si colossale qu'aucun ordinateur, même le plus puissant du monde, ne pourrait la stocker à lui tout seul. Le deuxième défi, c'est la vélocité. Il faut imaginer un torrent d'informations qui n'arrête jamais. Le flux constant des réseaux sociaux, les transactions à la bourse qui se jouent en millisecondes, les capteurs des objets connectés qui envoient des infos en continu, tout ça déferle sans interruption et il faut pouvoir traiter l'information instantanément. Pas demain, pas dans une heure, maintenant. Et enfin, le troisième V, c'est la variété. Là, on oublie les jolis tableaux bien organisés. Le big data, c'est un mélange de tout et n'importe quoi. Des textes, des photos, des vidéos, des sons, des logs informatiques. Un bazar de formats très différents les uns des autres. Et ça, les bases de données classiques, elles ne savent tout simplement pas comment le gérer. Alors, face à ce triple mur, volume, vélocité, variété, les ingénieurs ont vite compris une chose. Améliorer un peu ce qui existait déjà, ça ne suffirait pas. Il fallait repartir d'une page blanche, tout repenser. C'est de là qu'est née une approche architecturale complètement nouvelle. L'idée de génie, c'est un changement total de paradigme. Plutôt que de construire un seul ordinateur monstrueux, toujours plus gros, plus cher et plus puissant, ce qu'on appelle le scale-up, on s'est dit, et si on prenait plein de machines normales, pas chères, et qu'on les faisait travailler ensemble? C'est le principe du scale-out. On passe d'un seul champion poids lourd à une armée de fourmis parfaitement coordonnées. Et d'un seul coup, la puissance devient presque infinie. L'autre coup de maître concerne l'organisation des données. Avant, il fallait avoir un plan ultra précis, une structure rigide, avant même de sauvegarder la moindre information. C'était le schéma on-write. La nouvelle approche, c'est tout l'inverse. On stocke tout en vrac, à l'état brut, et on se souciera de la structure uniquement au moment où on en aura besoin pour l'analyser. C'est le schéma on-read. Et ça, c'est la clé qui a permis de dompter la fameuse variété. Ce tableau, il résume parfaitement la bascule. On est passé d'un monde de systèmes monolithiques, rigides et souvent propriétaires, à un écosystème de solutions distribuées, flexibles et, très important, massivement open source. Ce n'est pas qu'une évolution technique, c'est un vrai changement de culture. Et la toute première technologie à incarner cette nouvelle philosophie, celle qui a vraiment rendu tout ça possible et accessible, elle porte un nom, Hadoop. C'est lui, le pionnier, celui qui a ouvert la voie. Le succès de Hadoop tient sur 4 piliers. D'abord, il est super fiable. Il est pensé dès le départ pour que la panne d'une machine ne soit pas un drame. Ensuite, il est évolutif, à l'infini. On a juste à rajouter des machines pour augmenter la puissance. Il est aussi très flexible. Il peut avaler n'importe quel type de fichier sans broncher. Et surtout, il est économique, puisqu'il fonctionne sur des ordinateurs standards. Pas besoin de matériel hors de prix. Mais alors, comment ça marche en pratique? Imaginez un fichier énorme. Le système de stockage de Hadoop, qu'on appelle HDFS, ne va pas le ranger en un seul morceau. Non. Un chef d'orchestre, le NameNode, va le découper en plein de petits blocs. Puis, il distribue ces blocs sur toutes les machines du réseau, les datanodes. Et pour être sûr de ne rien perdre, il fait même plusieurs copies de chaque bloc. C'est simple, mais redoutablement efficace. Ok, on sait stocker, mais comment on analyse tout ça? C'est là qu'intervient MapReduce. L'idée est géniale. C'est comme un chef de projet qui découpe un énorme travail en milliers de petites tâches très simples. Il envoie une tâche à chaque machine, ça, c'est la phase map. Ensuite, il récupère tous les petits résultats, il les trie, il les regroupe, c'est le shuffle. Et à la fin, il assemble tout pour avoir la réponse finale, le reduce. C'est l'art de diviser pour mieux régner. Hadoop a donc résolu le problème du stockage de masse. C'était une avancée gigantesque. Mais il avait un défaut. Il était un peu lent.
parce qu'il passait son temps à lire et écrire sur des disques durs. Ça a créé un nouveau problème, un besoin de vitesse, qui a logiquement ouvert la porte à la prochaine grande innovation. Et cette innovation, c'est Apache Spark. Son idée de génie? Au lieu de toujours passer par les disques durs, qui sont lents, on va faire le maximum de calculs directement dans la mémoire vive des ordinateurs, la RAM, qui est infiniment plus rapide. Le résultat est juste bluffant. On parle de traitements qui peuvent aller jusqu'à 100 fois plus vite que MapReduce. 100 fois! Le succès fulgurant de Spark s'explique très bien. Il y a la vitesse, bien sûr, grâce au traitement en mémoire, mais il est aussi beaucoup plus polyvalent. Il sait gérer des données en temps réel, ce qu'on appelle le streaming, là où Hadoop était plus limité. Et pour couronner le tout, pour les développeurs, il est bien plus simple à utiliser. C'est le package complet. Hadoop, Spark, tous ces noms ne sont pas sortis de nulle part. En réalité, ils s'inscrivent dans une histoire bien plus longue, une évolution constante de la façon dont on gère les données. Cette chronologie nous montre le chemin parcouru. Dans les années 70, on a commencé avec des bases de données bien rangées. Les années 90 ont vu naître le besoin d'analyse à grande échelle. Puis l'explosion du web dans les années 2000 a rendu Hadoop indispensable. Mais son manque de vitesse a couronné Spark dans les années 2010. Et tout ça nous mène aux architectures cloud d'aujourd'hui, qui sont le carburant de l'intelligence artificielle. Chaque étape est une réponse aux limites de la précédente. Ce qui nous amène à une dernière question qui est grande ouverte. L'histoire est loin d'être finie. L'intelligence artificielle est encore plus gourmande, encore plus exigeante en données et en vitesse, et elle pousse déjà les technologies actuelles à leurs limites. Alors, quelle sera la prochaine étape? À quoi ressemblera le prochain bond en avant? La seule certitude, c'est que la prochaine révolution est déjà en préparation.